c'est 20% de la population au-dessus de 50 ans. C'est énorme. Oui, alors c'est pas très facile de mesurer la réalité des maladies chroniques, puisqu'il n'y a pas de définition consensuelle. En gros, on compte les données de la sécurité sociale, par exemple les affections de longue durée, qui sont définies depuis l'après-guerre. C'est à peu près 12 millions de personnes si on fait régime général et MSA, mais il faut rajouter la fonction publique. Si on prend les données de la CNAM sur la consommation de médicaments pour maladies chroniques, on est à 20%, 20-25%, et on arrive à 20 millions à peu près de bénéficiaires. Donc ce chiffre est entre 15 et 20% de la population salariée et porteuse de maladies chroniques. Donc c'est un problème de santé publique, de santé au travail. En fait, ça occulte aussi une partie des maladies chroniques moins visibles, qui ne sont pas visibles dans les statistiques, comme la fibromyalgie par exemple. La fibromyalgie, c'est 2% de la population. Ce n'est pas d'ALD, c'était une revendication des patientes, mais qui n'est pas cotée. On va avoir les troubles musculo-squelettiques, la plupart sont pas comptés. Les troubles musculo-squelettiques, on avait fait un travail avec Santé publique France il y a quelques années, c'est 13% des salariés, tout âge confondu, mais c'est 26 à 30% des salariés de plus de 50 ans. Si on prend les gens qui ont des troubles psychologiques infracliniques ou des pathologies d'usure professionnelle, les médecins du travail connaissent bien ça, c'est des gens fatigués, des gens avec des petits troubles cognitifs, des troubles physiques, plutôt dans la dernière partie de carrière. Donc on est largement à 20%. C'est-à-dire on pourrait presque dire que la maladie chronique, c'est la norme. Alors c'est un peu pessimiste de dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai. Et en tous les cas, le modèle classique que l'humain est à 100% performant en permanence, c'est un modèle utopique. Oui, Dans oui. la réalité clinique et ergonomique, ce n'est pas le cas. Alors pour dresser un portrait à gros traits des maladies, si on fait un hit parade des maladies chroniques, soit en termes de mortalité, soit en termes de fréquence, qu'est-ce que c'est en termes de mortalité par exemple? En termes de mortalité, c'est clairement le cancer qui est la principale cause maintenant, qui est passé devant les maladies cardiovasculaires dans à peu près tous les pays du monde. Cardiovasculaires et puis les accidents vasculaires cérébraux, c'est cardiovasculaire au sens large. Et puis les affections psychiatriques, il y a à peu près 5 à 6 000 suicides par an, donc ça reste toujours un problème majeur de santé publique. Donc ça, Ça c'est la en termes de mortalité, mais mortalité. En termes de fréquence, si on prend les plus jeunes, c'est suicide et accident, les principales causes. En termes de fréquence, ça reste les maladies cardiovasculaires, les affections, TMS peut-être? les TMS. Alors on ne les rentre pas vraiment dedans, mais c'est la plus courante, c'est de loin en milieu de travail, les lombalgies, les troubles musculo-squelettiques, les affections, des troubles de santé mentale plus ou moins légers, voire les formes lourdes qui sont comptées dans les ALD, les pathologies cardiovasculaires, respiratoires. Enfin, c'est dominé actuellement là, en clinique médicale du travail par les TMS et les affections de santé mentale. Donc le cancer au premier rang des maladies chroniques. On n'a pas l'habitude de parler du cancer comme une maladie chronique. Oui, c'est pas une nouveauté, mais ça fait une quinzaine d'années que les progrès du cancer en termes de thérapeutique sont assez phénoménaux. Du fait des progrès thérapeutiques, la question du retour au travail se pose. Alors c'est classique pour le cancer du sein, les 3/4 des femmes après cancer du sein retravaillent assez vite finalement. La question c'est plus que ça dure, le retour au travail. Une pathologie rare comme le myélome avait un pronostic catastrophique. Maintenant, du fait on fait un travail dans la région Pays de Loire sur le myélome, montre que les 2/3 reprennent le travail quasiment. Donc c'est tout à fait nouveau pour ces pathologies. On a même, avec les gains liés aux immunothérapies, les nouveaux protocoles d'immunothérapie, la question du retour au travail après cancer du poumon, ce qui n'était quand même pas du tout une question qui se posait, qui commence à se poser. Alors ça reste relativement rare, malheureusement, mais c'est quand même un gain. Et là, il faut vraiment réfléchir à des stratégies de retour et surtout de maintien en emploi. Alors justement, comment on retourne au travail après un cancer ou une maladie chronique et quelles stratégies, vous, les médecins du travail, vous conseillez, vous implémentez dans les entreprises? Et puis une question subsidiaire, quand on parle de maintien à l'emploi, c'est maintien à l'emploi à combien de temps? À 2 ans, à 3 ans, à 5 ans? Oui, parce que si on prend le cancer, en fait, les cancers, disons, de bons pronostics, comme le cancer du sein, le taux de reprise est assez élevé. Oui, 3/4, même un peu plus pour certains métiers. Le problème, c'est qu'une partie des personnes qui ont repris, à 5 ans, ont perdu leur emploi, quasiment 1 sur 5.
Et ce n'est pas simplement perdre leur emploi. Si on comptait ceux qui ont des pertes de revenus, c'est à peu près 1 sur 2, ou qui ont des difficultés dans le travail, parce que ça reste des maladies invalidantes. D'ailleurs, pas tellement c'est comme d'autres pathologies, d'ailleurs, sur plutôt des troubles infracliniques, les troubles cognitifs, ce qu'on appelle le chémophog. C'est les effets secondaires de la chimiothérapie avec des personnes qui se plaignent de troubles de la concentration, troubles de l'attention, font des petites erreurs et en fait, elles ont besoin de temps pour vérifier, faire des procédures personnelles pour compenser. Alors, dans certains métiers, les transports, ça peut poser problème sur des tâches qui nécessitent de l'attention. Et ça, c'est une des causes majeures, en fait, de difficulté du maintien durable. Donc, il faut un accompagnement. Les services de santé au travail le font. Sur le cancer, c'est globalement fait. Le dispositif fonctionne bien, en fait, en termes de... Le problème, c'est d'y arriver. C'est-à-dire que nous, moi je travaille du côté du soin plutôt, je travaille avec l'Institut du cancer de l'Ouest et le CHU là-dessus. On essaye d'aiguiller au mieux les patients, ceux qui bénéficient d'un service de santé au travail organisé, c'est pas trop compliqué, c'est plus difficile pour ceux qui sont en CESU, pour les auto-entrepreneurs, pour les intérimaires. Donc une frange de la population qui n'est pas si négligeable que ça, qui est facilement 20% de la population, qui est à la frontière de la santé au travail. Donc on essaye de les réaiguiller. Et ça passe par la visite de pré-reprise. Et l'idée actuelle, c'est d'anticiper très tôt dans le parcours de soins. On est en train de travailler dès l'annonce. Alors, pas parler du retour au travail dès l'annonce, ce n'est pas le moment, mais d'informer qu'il y a cette possibilité pour que parce qu'on travaille un peu en temps masqué, parce que le problème, c'est l'addition des délais, et la temporalité est vraiment importante dans le cas du retour au travail après cancer, pour que l'entreprise, avec une visite de pré-reprise assez précoce, soit informée par le médecin du travail suffisamment tôt pour améliorer le poste, le modifier, ce qui prend du temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des postes allégés, des postes souples. C'est une question de culture dans l'entreprise, de management. Et puis quid de ceux qui travaillent tout seuls, hein. Alors, oui, c'est une question assez globale en fait. Ça renvoie, c'est une sentinelle des conditions de travail, hein, les maladies chroniques. Ça renvoie à un projet d'entreprise. Donc il y a une réflexion actuellement sur les entreprises à mission, la raison d'être. Il me semble que ça en fait tout à fait partie. C'est au cœur du sujet. Donc la qualité, sur le cancer, on le voit bien, dans toutes les études montrent ça, et la pratique clinique, la qualité des relations entre l'employé et l'employeur, indépendamment de la santé au travail, c'est un élément clé de la confiance et de la capacité à retourner au travail. On a fait récemment un consensus avec des managers sur les pratiques émotionnelles des managers qui doivent gérer ça. On voit bien que c'est le sujet, c'est très délicat de se positionner finalement, pas en faire trop, en faire assez, trouver le bon moment, avoir le sens du tact, c'est pas si facile. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut un peu de marge au niveau de l'entreprise. Parce qu'il faut adapter le travail. Et une des difficultés des troubles cognitifs, alors c'est le cas du cancer, c'est encore pire dans le cas de la fibromyalgie, c'est l'imprévisibilité. Et ça, c'est compliqué en termes d'organisation du travail, d'avoir des salariés imprévisibles en termes de capacité de travail d'un jour à l'autre. Et donc, c'est d'avoir des organisations qui donnent de la marge. En général, ça se fait collectivement. D'où des collègues qui suppléent un jour à charge de revanche qu'un autre jour, ça soit l'autre qui compense. Ça a été bien montré en ergonomie. On a des travaux qui le prouvent bien. C'est fait de manière informelle. Au début, on fait preuve de bonne volonté, mais le problème, c'est de maintenir ça dans le temps. Oui, et puis c'est dans une petite entreprise, il y a moins de collègues, donc c'est difficile. Ouais. Et après, c'est la question de l'équité. C'est-à-dire que quand on aménage pour une personne, il faut que vis-à-vis des autres, surtout dans les déficits invisibles, notamment cognitifs, où on voit ça aussi à l'hôpital, sur les troubles musculo-squelettiques, les autres disent moi, finalement, j'ai à peu près la même chose que toi, mais mon poste n'est pas aménagé. Donc c'est vraiment un travail collectif. C'est pour ça que l'approche globale en termes d'organisation du travail et de démarche d'entreprise, elle doit jouer sur ce niveau d'information, parce que les gens ne savent pas. Le chémophog, la plupart des collègues ne savent pas ce que c'est, ils sous-estiment les difficultés et le courage qu'ont les gens qui retravaillent avec une maladie chronique, parce que la plupart ne disent rien, n'en parlent à personne. On l'a bien vu avec les certificats de vulnérabilité, tout le monde a découvert tout un tas de maladies qui étaient tues. Je pense à des patients HIV, par exemple, qui ne s'en vendent pas. Et ils trouvent les arrangements, soit avec les collègues, soit ils se débrouillent. Et beaucoup prennent sur eux, c'est-à-dire qu'ils se reposent le week-end ou le soir, ils diminuent leur activité extra-professionnelle pour tenir au travail. Donc il n'y a pas de règle, en fait. C'est quelque chose de sur-mesure. Il faut être bienveillant, humain. Ce qui est heureusement le cas dans pas mal d'entreprises, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ces entreprises-là qu'il faut aider. C'est malheureusement celles qui ne viennent pas dans les réseaux de retour au travail après cancer ou les réunions des ARACT, parce que ce n'est pas ces entreprises qui sont sensibilisées. L'accent doit être mis là-dessus. Et ça, c'est un axe majeur de prévention
Et c'est tout l'intérêt de la réforme sur la sensibilisation des entreprises à la prévention via les services de santé au travail qui jouent un rôle absolument clé dans les territoires pour aller au plus bas des territoires et au plus près des petites entreprises. Alors, dans le sujet de cette table ronde, il y a